Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette 7e édition de Place à l'entreprise organisée par l'UPE 30. Cette soirée est dédiée au capital humain. Nous allons y revenir dans quelques minutes. Et la soirée va se dérouler en 3 temps avec tout d'abord une restitution des ateliers qui se sont déroulés cet après-midi. Et puis ensuite une conférence plénière en présence d'Alexandre Sobo, président de l'OPCO 2I, de Jérémy Dugan, directeur général délégué de Bastide Médical, et de Dominique Sau, PDG du groupe Éminence. Avec moi ce soir pour animer cette soirée, le caricaturiste Eddy Ponce, qui sera présent pour croquer tous nos petits travers. Mais avant de commencer, je vais demander à Olivier Georgoussy, le président de l'UPE 30, de bien vouloir nous rejoindre. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce soir, puisque pour la 7e édition de Place à l'entreprise, nous sommes ce soir 1200 inscrits. Donc c'est une belle réussite, c'est une continuité dans la réussite de ce qu'a été la Place à l'entreprise depuis des années. Donc, tout d'abord, je voulais remercier bien évidemment les élus qui sont cette année encore présents à nos côtés, ce qui prouve leur intérêt pour l'économie du territoire. Donc, merci d'être parmi nous ce soir. Et puis, bien évidemment, merci à mes chers amis, mes chers collègues entrepreneurs, puisque c'est notre soirée, c'est la soirée qui marque l'apothéose de l'UPE 30. Alors 1200 inscrits, vous le disiez, il y en a encore une petite centaine qui ne sont pas assis au fond. On va les inviter à se rapprocher, évidemment. Vous venez d'être élu, Olivier Georgoussy, donc présentez-vous en quelques minutes, puisque tout le monde ne vous connaît pas encore. Alors, écoutez, je vais commencer par ce qui est le plus simple, mon côté personnel. Je suis gardois depuis maintenant 23 ans, puisque j'habite un petit village qui s'appelle Clarensac, dans l'Avonage. Je suis père d'une fille qui a maintenant 24 ans et qui vient elle-même d'avoir un petit-fils depuis 1 an. Donc voilà, me voilà père et grand-père. Voilà pour le côté personnel. Côté professionnel maintenant, écoutez, je suis directeur d'Eiffage Route, dont une de mes agences est située à Nîmes. Je suis impliqué dans des mandats patronaux et syndicaux depuis une 20aine d'années maintenant, et à ce titre je suis double président, j'ai la double casquette ce soir. Je suis président de la Fédération régionale des travaux publics Occitanie depuis maintenant à peu près 5 ans, et président de l'UPE 30 depuis un peu plus d'1 mois. Donc c'est une grande première pour moi. C'est un mandat qui va durer 2 ans, hein, c'est ça ? 3 ans, donc un mandat de 3 ans. Quelle est votre feuille de route pour les 3 ans à venir ? Écoutez, ma feuille de route, elle est simple, c'est d'arriver à continuer à dynamiser l'UPE 30 et capitaliser sur les entreprises et les pépites de ce département. On va en récompenser un certain nombre ce soir. Vous allez pouvoir certes les connaître, puisqu'elles sont toutes connues, mais elles sont connues dans le Gard, elles sont connues pour certaines à l'international, mais peu sont connus sur le territoire ou sur le département limitrophe. Donc c'est un petit peu mon objectif pendant ce mandat. Vous avez fait le choix de parler du capital humain pour cette séance plénière. Le département ne brille pas forcément par ses bons chiffres en termes d'emploi. Expliquez-nous un petit peu la motivation. Alors pourquoi on a choisi le thème de capital humain investissez ? C'est tout simplement avec le retour que nous avons de nos adhérents depuis maintenant 1 an. Nos adhérents nous disent on a une reprise économique, quel que soit le secteur d'activité, mais le principal frein à cette reprise économique aujourd'hui, c'est le capital humain. On n'arrive pas à recruter, quel que soit le secteur d'activité, on n'arrive pas à recruter du personnel qui nous permet de développer notre entreprise. Ça paraît complètement fou dans un département comme le Gard, qui à fin 2018 comptait 12,2% de taux de chômage. Mais malgré ça, on n'arrive pas à pouvoir donner suffisamment de personnel aux entreprises, tant au niveau qualitatif qu'au niveau quantitatif. Merci. Au niveau de l'actualité nationale, on nous force aujourd'hui à parler des contrats courts qui vont
concerner un certain nombre, enfin le bonus-malus sur les contrats courts qui vont donc toucher un certain nombre de secteurs, dont celui de la restauration. Alors nos yeux se tournent forcément vers le Grau-du-Roi et les autres cités touristiques du département. Quel est votre point de vue, vous, sur ce bonus-malus ? Mon point de vue, il est très clair, c'est que je parlais à l'instant du premier frein qui est le capital humain. Le deuxième frein qu'on est en train de mettre en place, que le gouvernement est en train de mettre en place, c'est ce système j'allais dire de bonus-malus, ou en tout cas de vouloir faire payer les entreprises qui ont recours à des contrats d'une durée effectivement courte et plus courte que la moyenne du secteur concerné. Donc autant dire que c'est déjà assez compliqué à mettre en place et à mesurer. Et déjà que les entreprises ont du mal à trouver du personnel, elles vont être encore plus frileuses d'eux-mêmes pour embaucher du personnel. Et comme vous le soulignez, effectivement, le secteur le plus impacté dans notre département, c'est le secteur où structurellement on ne sait pas faire autrement que de prendre, à cause de la saisonnalité, que de prendre des contrats courts. Ces entreprises-là vont être particulièrement impactées. Et je vais demander maintenant aux rapporteurs des tables rondes qui se sont tenus cet après-midi de bien vouloir me rejoindre. Pierre Monclos, donc Société Youno, vous faisiez partie donc de la table ronde formation professionnelle, digitalisation et apprentissage. Qu'est-il ressorti de cette table ronde à laquelle participaient plus d'une cinquantaine de personnes? Tout à fait. Alors, bonsoir à tous. Donc, pour vous résumer en 2 minutes ce qu'on s'est dit autour de cette table ronde, on a parlé de 3 sujets. L'impact de la réforme de la formation sur les entreprises, le rôle de l'autonomie qu'on donne aux collaborateurs dans une entreprise dans leur formation, et le retour de l'humain dans la formation en ligne, qui a été un petit peu délaissé pendant les 10 premières années de l'e-learning. Donc l'impact de la réforme de la formation, on a parlé de ce que vous connaissez probablement, ce qui s'appelle le compte personnel de formation. Ce sont ces crédits que tout salarié a dans l'entreprise dès qu'il a travaillé et qui lui permettent maintenant de financer lui-même sa formation et donc de co-construire des projets de formation avec l'employeur. Ce n'est plus à l'employeur uniquement de financer les formations de ses collaborateurs. On a parlé du développement de l'alternance. Il y avait un OPCA qui était représenté et qui expliquait à quel point l'alternance était favorisée par la réforme. Il y a beaucoup plus de budget et les règles sont beaucoup plus simples. Donc en un mot, le mot de l'OPCA, c'était allez-y, à fond sur l'alternance. On a écouté vos demandes et donc maintenant la réforme est là pour vous aider. Et le troisième sujet, c'est l'évolution des opérateurs de compétences. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce monde de la formation, ce sont ceux qui avant finançaient la formation et qui aujourd'hui vont continuer ce rôle, mais vont aussi beaucoup conseiller, notamment les TPE et PME dans le déploiement des formations et leur apporter des aides financières. Deuxième sujet, c'est l'autonomie. Je vais accélérer. On a parlé, en introduction, on parlait de la difficulté à recruter. Qu'est-ce qui se passe quand on a des difficultés à recruter? On a un enjeu, c'est d'attirer et de fidéliser. La formation en est un. Encore faut-il qu'elle corresponde aux attentes, notamment des dernières générations, mais pas que, pour ne pas tomber dans les clichés. Et redonner de l'autonomie aux salariés dans le choix de leur formation. Et quand la formation a commencé, dans le fait qu'ils puissent progresser à leur rythme, le digital est un outil qui permet ça. Et donc la formation en ligne est l'une des opportunités pour attirer et fidéliser les collaborateurs, voire pour développer en interne les compétences qu'on n'arrive pas à recruter en externe. Et puis le dernier sujet, c'est l'humain. L'e-learning, pour tous ceux qui ont suivi les premiers modules e-learning des années 2000, c'était des PowerPoint, des avatars, et donc 10% des personnes allaient jusqu'au bout. Ça coûtait très cher aux entreprises, et on n'avait que 10% des personnes qui finissaient la formation. Il n'y a aucun autre secteur d'activité qui connaît des taux comme ça quand on a des coûts pareils. Aujourd'hui, on est à des taux de 90%. Pourquoi? Parce que la formation en ligne, depuis 3 ans, les plateformes ont évolué, et elles remettent l'humain dans la formation. C'est-à-dire qu'on a accès à des formateurs à distance, on collabore avec les autres apprenants, et on met en pratique en situation de travail, on revient dans la plateforme de formation pour échanger avec les autres. Donc là la conclusion, c'était miser aussi sur les nouvelles formes de formation en ligne et ne pensez pas 100% présentiel, même si vous avez été déçu de l'e-learning. Merci Pierre Monclos, ça nous amène à la table ronde suivante, le recruter 2.0, puisqu'il y a donc la formation en ligne, mais il y a aussi le recrutement en ligne. Philippe Blachère, directeur territorial de Pôle emploi. Oui, merci, bonjour à tout le monde. J'ai pris quelques notes parce que c'était assez riche, puisque la table ronde s'est tenue donc avec Catherine Estric du Conseil régional et Éric Giraudier, président CCI, mais aussi, et à ce titre-là, directeur d'un cabinet de recrutement. Très rapidement, on a planté le contexte, c'est important de le dire et de le faire. Je compléterai les propos du président introductif tout à l'heure. Le taux de chômage baisse. On est encore haut, mais le taux de chômage baisse.
Le nombre de demandeurs d'emploi disponibles sur le marché du travail dans le Gard reste constant depuis 2015. Il n'augmente pas, il ne baisse pas, mais il n'augmente pas. Par contre, de plus en plus de demandeurs d'emploi travaillent, même s'ils sont inscrits, de plus de demandeurs d'emploi sont en formation, donc pas disponibles pour travailler. Et dans le même temps, depuis 2015, il y a une augmentation très très forte des recrutements et des embauches. Donc de fait, même avec un chômage à 12,2%, le marché se tend et on a de plus en plus d'entreprises, ça a été excellemment dit, expriment des difficultés de recrutement. Alors, dans un contexte... On parlait tout à l'heure de formation, il y avait Eddie Ponce donc, qui nous a montré tout à l'heure un artisan boucher donc, qui recherchait du travail. On peut peut-être revoir son dessin pour ceux qui l'auraient raté. Allez-y, je vous en prie. La relation donc, du marché du travail étant, on est sur un vrai marché du travail au sens marché du terme, où actuellement on se rend compte que ce qu'on a un petit peu dit, c'est que les atouts sont plutôt dans la main des candidats, et c'est plutôt eux qui ont la possibilité de choisir les conditions de travail au sens large du terme, des entreprises vers lesquelles ils souhaitent aller. Ça signifie donc, ce contexte-là nécessite de faire évoluer les modes de recrutement, bien prendre conscience d'abord, dans un premier temps, que c'est un processus capital pour l'entreprise, créateur de valeur, capital humain, et vecteur principal d'acquisition de compétences, parce que c'est véritablement le premier ingrédient, si on peut le dire comme ça, pour le développement économique de chacune des entreprises. Il y a un processus, il y a des étapes, il faut définir le besoin, il faut faire la publicité de ce que l'on souhaite pour embaucher. Ensuite, il faut sélectionner les candidats et ensuite, il faut intégrer les candidats. Sur ces 4 grandes étapes, c'est un peu caricatural, il y a des risques au recrutement et il faut border en fait l'ensemble de ces étapes. Et si on se trompe, le coût peut être très cher, en euros. Être proactif, deuxième point, très important d'être proactif. Les entreprises se doivent de faire rêver, c'est comme ça que je l'ai un peu traduit, le futur collaborateur. Et on a parlé notamment de marque employeur. Les entreprises doivent travailler leur marque employeur. Et le dernier point, c'est investir dans la formation et le développement des compétences, ce qui a été dit précédemment. Et pour le coup, sur cet aspect-là, auprès des demandeurs d'emploi, on a quand même mis en place le programme d'investissement en compétences au niveau national qui existe. On a des moyens financiers avec le Conseil régional qui permet de faire développer les compétences des demandeurs d'emploi. Je continue. Le 2.0 dans tout ça, c'est se recruter avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. On s'est dit que ce sont des vrais moyens très utiles pour fluidifier les process dont on vient de parler. Par contre, il faut éviter 2 extrêmes, et je n'irai pas plus loin. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Mais il faut éviter l'autre extrême qui est de penser que l'outil va pouvoir prendre la décision à notre place, parce qu'au bout du bout, en recrutement, c'est la rencontre entre 2 personnes, et il faut que ça matche, et il faut que ça dure. Et enfin, juste petit dernier point très important dans le contexte gardois. Le recrutement 2.0 ou le recrutement tout court, avec les difficultés, qu'est-ce que ça signifie? C'est essentiellement des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de monter en compétence sur le recrutement 2.0, alors qu'on sait qu'on ne peut pas s'en passer. Et pour le coup, sur cet aspect-là, Pôle emploi a des outils. Le Conseil régional a des outils. Pôle emploi a un site, pôle emploi.fr, et tout à l'heure j'ai discuté avec une personne qui est dans la salle qui m'a dit qu'il avait utilisé ça pour créer son espace employeur, créer sa marque employeur, diffuser ses offres d'emploi, chercher les compétences, etc., etc. On peut tout faire. Le Conseil régional a créé Innove Emploi, qui permet aussi des passerelles entre une personne qui doit se former avant de rentrer dans une entreprise, de passe-emploi, et l'ANI, qui est une plateforme qui permet pour l'apprentissage. Dernière chose, et je conclurai par là. Ça fait 3 fois que c'est la dernière chose, mais je vous écoute. J'avais mon plan, je le dis. C'était très riche, je vous l'avais dit. C'est très important parce que le Gard a des territoires et des bassins d'emploi qui sont très divers. On a des agglos et on a des territoires ruraux. Et Éric Giraudier l'a très bien dit, et je reprends son propos parce que je sais que c'est un point très important sur le territoire du Gard. Qui participe à votre table ronde, on précise. À un moment donné, la marque employeur ne suffira pas. Et une entreprise ne pourra pas se démener tout seul. Donc il faut penser territoire, il faut chasser en meute, il faut penser attractivité du territoire. Et pour le coup là, je pense qu'on a un ensemble de partenaires, dont l'UPE, d'autres, l'ensemble des chambres, pour aider justement à chasser en meute et faire une promotion de l'attractivité du territoire gardois. Voilà.
Merci Philippe Blachère, directeur territorial de Pôle emploi. Troisième table ronde, Denis Martin, à laquelle vous avez participé. Tout à fait. Tout d'abord, merci. Je pense que le choix de la thématique, le capital humain, est vraiment clé. Et encore félicitations à l'UPE 30. D'une part. D'autre part, j'ai croisé deux collègues, enfin pour moi anciens collègues, des jeunes DRH au niveau du Gard, vraiment de très grands talents, avec Léa Nguyen de Royal Canin et Frédéric Degnaud des Salins du Midi. Et je pense que sur le fond, même si nos expériences sont très différentes, beaucoup de choses nous ont rejoints. En fait, ils nous invitent et nous vous invitons à investir fortement dans le dialogue social, former surtout nos managers à savoir appréhender le dialogue social et bien sûr nos partenaires sociaux, à faire évoluer les pratiques, mais aussi à participer beaucoup plus à l'évolution de l'entreprise. L'autre chose aussi, c'est que le dialogue social avec les élus, les partenaires sociaux, comme on dit souvent, c'est pas seulement eux. Il faut vraiment travailler le sujet du dialogue social avec l'ensemble des managers, mais aussi avec les salariés, par un dialogue, par l'expression exacte de la situation de l'entreprise. Il faut aussi savoir, avec le progrès social, ça doit aussi se traduire par le partage de la croissance. Alors bien sûr, on peut parler des profits, mais aussi des difficultés d'une entreprise. Et pas seulement, c'est aussi partager aussi toutes les nouvelles technologies, c'est aussi préparer l'adaptation aux nouvelles compétences dont vos entreprises auront de plus en plus besoin demain. C'est aussi, dans ce dialogue social, redonner pleinement la place aux managers. On a beaucoup insisté sur ces sujets-là. Et on a vu particulièrement Royal Canin, qui est très en avance dans ce domaine-là, développer vraiment une implication de tous, bien sûr avec les élus, dans les défis de l'entreprise. Alors ce que moi je souhaitais dire, ayant un peu plus de recul aussi sur ces sujets-là, c'est ayant connu aussi un dialogue social qui était fait de lutte de classe, il faut faire un dialogue social qui assure l'adaptation de l'entreprise, qui assure aussi l'adaptation de ses salariés. C'est aussi savoir, et je l'entendais tout à l'heure de notre président de l'UPE, c'est aussi de redonner de la fierté à nos salariés dans nos entreprises, en les impliquant encore beaucoup plus aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, mais qui seront certainement encore plus importants demain. Et donc, nous sommes dans un monde darwinien, on est dans un monde de changement, il a besoin de dialogue social, on doit assurer par ce dialogue social le progrès de l'entreprise et donc le progrès social. Merci. Merci Denis Martin, consultant et ancien dirigeant du groupe PSA. Merci Philippe Blachère, directeur du pôle territorial de Pôle emploi. Et merci Pierre Monclos de la société Youno. Nous allons maintenant passer à la table ronde. Je vais donc demander à Dominique Sceau, à Jérémy Lugagne et Alexandre Sauveau de bien vouloir rejoindre la scène, s'il vous plaît. Alexandre Sauveau, donc président de l'OPCO2I. OPCO2I, pour les néophytes, qu'est-ce que ça veut dire et ça sert à quoi? Alors l'OPCO, c'est un organisme de gestion des compétences, donc c'est opérateur de compétences. 2I, c'est pour interindustriel, donc l'idée c'était de gérer les compétences pour l'ensemble de l'industrie. Donc on a enfin un périmètre, il y a des arrêtés, on existe depuis le 1er avril, et c'est pas une blague. On a fait un certain nombre d'identifications. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 3 millions de personnes, c'est un peu moins de 100 000 entreprises. On va voir le chiffre définitif quand on l'aura établi. Et c'est la structure paritaire qui va avoir comme mission, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle qui a été adoptée par le gouvernement, de mettre en œuvre les nouveaux outils et globalement d'accompagner les entreprises d'un côté, les branches professionnelles de l'autre, dans l'ensemble de leurs nouvelles missions, développement de l'apprentissage, construction des certifications, accompagnement des PME, négociation avec l'État et France Compétences sur tous les sujets qui relèvent de la formation professionnelle. Et puis bien sûr, partout les branches et les entreprises le souhaitent, c'est aussi la promotion des métiers, l'attractivité, la publicité vis-à-vis des jeunes pour faire venir dans le grand monde de l'industrie, dont je sais, et vous êtes nombreux à le savoir, qu'il est extraordinaire. Tout ce qu'on peut faire de bien pour avoir plus de candidats et aider nos entreprises à répondre à toutes ces difficultés de recrutement qui, je crois, ont été un des leitmotifs de la journée.
Merci Alexandre Sauveau. On va préciser également que vous êtes dirigeant du groupe Olot, qui est une société qui emploie plus de 2500 personnes. Un peu plus de 2000 personnes sur 5 continents, la moitié en France, la moitié hors de France, et qui fait plus de 80% de son chiffre d'affaires en dehors de notre beau pays. Merci. Dominique Sodon, vous êtes vous PDG d'Éminence, société qui appartient au patrimoine dans le département, avec des savoir-faire assez particuliers. Est-ce que vous recrutez vous-même en ce moment? Est-ce que vous rencontrez des difficultés de recrutement? Oui, on recrute parce qu'on a des salariés qui ont en moyenne 18 ans d'ancienneté et 47 ans. Donc on a toute une vague de salariés qui sont dans l'entreprise depuis 30 ans, 40 ans et qui doivent être remplacés. Et la difficulté, c'est que les savoir-faire dont on parle ne sont pas des savoir-faire qui s'enseignent encore à l'école. Donc il n'y a plus de formation CAP, BEP, Bac Pro en dessous de Bac Moins 2. Et dans l'entreprise, on a une quarantaine de cadres pour 400 non-cadres. Donc on a besoin d'organiser nous-mêmes la formation de nouveaux salariés et la transmission du savoir des anciens vers les nouveaux. On y reviendra. Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir aujourd'hui? Oui, on a lancé avec Pôle emploi, avec la méthode de recrutement par simulation, un recrutement d'une quinzaine d'opérateurs et opératrices de confection pour l'usine de Sauve. Voilà, donc appel aux bonnes volontés. Si vous connaissez des gens qui ont envie de travailler à Sauve et de coudre des sous-vêtements à la main, on les recherche. On reviendra plus tard sur cette méthode de recrutement. Jérémy Lugagne, donc directeur général délégué de Bastide Médical. Bonsoir. Vous êtes en charge des filiales. Le groupe emploie aujourd'hui 500 personnes dans le département. Je disais ça dans... Alors effectivement, aujourd'hui, le groupe Bastide emploie 500 personnes dans le département. Aujourd'hui, le groupe, c'est 2500 collaborateurs en France et dans 4 ou 5 pays frontaliers. Il faut savoir qu'en 2014, le groupe, c'était 1000 collaborateurs. Donc, c'est pour vous donner l'expansion du groupe au cours des 5 dernières années. Dans le Gard, c'est 500 collaborateurs. En 18 mois, les effectifs ont progressé de 100 personnes. Donc, au sein du Gard, on était 400 il y a 18 mois. Et est-ce que les compétences, vous les trouvez localement ou est-ce que vous êtes obligé de recruter hors du département ou bassin de vie proche? Aujourd'hui, c'est plutôt compliqué d'arriver à trouver des profils. On a l'ancien DRH d'Air France là, qui veut postuler chez vous, vous voyez? Non, je disais aujourd'hui, il est plutôt difficile d'arriver à trouver certains profils, donc sur des profils plutôt cadres. Donc on a des vraies difficultés de recrutement et d'attractivité sur le territoire. Oui. Vous l'attribuez à quoi? C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes sont à la recherche d'un bassin peut-être un peu plus dynamique, un bassin local un peu plus dynamique, et ne perçoivent pas Nîmes et le Gard comme une destination dynamique, et notamment ce qui nous remonte souvent sur certains profils cadres, c'est l'emploi du conjoint. Est-ce que c'est une problématique que vous rencontrez également souvent à Éminence, où vous n'êtes pas vraiment sur les mêmes profils en termes notamment de formation? Parce que vous parlez de Bac-2, on a plutôt l'impression qu'on est plutôt à Bac+2 dans ce que vous décrivez. Oui, tout à fait. Donc sur les cadres, on a exactement les mêmes problématiques, effectivement. Pour les non-cadres, une des manières de compenser, c'est de recruter à proximité des gens qui sont déjà dans la région, qui ont envie d'y rester et qui sont soit au chômage, soit avec un emploi qui ne leur convient pas. Et donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus de sécurité. Et là, depuis 2016, on a recruté 31 personnes dans l'usine de Sauve dont je parlais. Il en reste 24 aujourd'hui parce qu'on a fait l'effort de recruter à proximité. Alexandre Sauveau, sur cette question justement de la formation à proximité, on a parfois l'impression qu'il y a une difficulté en fait de dialogue. Est-ce avec l'éducation nationale ou est-ce les entreprises elles-mêmes qui arrivent mal à exprimer leurs besoins auprès des administrations pour faire avancer les choses? Comme très souvent, quand on est dans ces situations de difficulté, c'est le résultat de plusieurs facteurs. Et j'allais dire, dans ce que vous avez évoqué, chacun a une part de responsabilité. Je pense que moi j'ai une habitude, c'est de commencer par regarder ce que moi je peux faire ou ce que le périmètre dont j'ai la charge peut faire pour aider. Et je crois vraiment que dans le contexte actuel, on le voit, les entreprises ont une vraie responsabilité de travailler leurs besoins prévisionnels. Tout ce qui va être autour des observatoires des métiers, de consolider par bassin d'emploi, par territoire, par grand métier,
Ce dont on va avoir besoin dans 2, 3, 4, 5 ans, c'est quelque chose de très important. Alors les gens me disent, on ne sait pas faire. Et je leur fais toujours la même réponse. Oui, votre prévision sera fausse, c'est sûr, parce que ça ne se passe jamais comme prévu. Mais elle sera beaucoup moins fausse que si vous ne faites rien. Et avec cette donnée, on a enfin un point d'entrée pour discuter avec tous les acteurs. Évidemment, l'éducation nationale pour orienter les jeunes, mais c'est aussi Pôle emploi, toute la formation des chômeurs. C'est aussi nos salariés, pour être capable de leur dire vers où il faut aller, quel type de formation on voudrait qu'ils acquièrent pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première responsabilité, c'est est-ce qu'on est capable de dire ce dont on a besoin pour être irréprochable quand les gens se retournent vers nous. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de responsables politiques dans mes différentes responsabilités. Quand on ne sait pas répondre à ce qu'ils attendent naturellement de notre part, la suite de la discussion est beaucoup plus difficile parce qu'on est en position de faiblesse. Mais il y a plein d'autres choses à faire. L'éducation nationale, la promotion des métiers, sortir de la tête des gens que l'alternance, c'est la voie de ceux qui ont échoué. Moi, j'ai coutume de dire, il y a deux façons d'apprendre. Il y a la façon qui va de la tête aux mains, et il y a la façon qui va des mains à la tête. Les deux sont tout aussi légitimes. Et on a construit un système en France où pendant longtemps, on dirait que la seule façon noble d'apprendre, c'était d'apprendre ici, et ça descendait de la tête aux mains. La vérité, c'est que les deux ont la même valeur, et j'ai rencontré dans toute ma carrière des tas de gens qui ont appris sur le tas, et qui ont autant, si ce n'est plus de qualité, que ceux qui ont fait des études supérieures très élevées dans leur jeunesse. Dominique Saut, vous êtes dans un secteur industriel, Jérémy Lugagne dans une activité plutôt de service. Est-ce que l'alternance, à vos niveaux, est aujourd'hui une réalité d'embauche dans l'entreprise ? Jusqu'à présent, ce n'était pas une réalité d'embauche dans notre groupe. Par contre, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui on soit capable de profiter des réformes entreprises sur la formation professionnelle et l'apprentissage, en fait, pour créer des formations sur des métiers qui sont très spécifiques et très techniques à notre secteur d'activité. Voilà. Aujourd'hui, au sein du groupe, on emploie 150 techniciens respiratoires. Il n'y a pas de cursus de formation diplômant. Ça correspond à quoi ce métier, puisque... Les techniciens respiratoires, en fait, ce sont des collaborateurs du groupe Bastide qui vont au domicile des patients pour installer des appareils qui permettent aux patients de respirer correctement. Notamment, on a la prise en charge de l'apnée du sommeil, qui est une pathologie de plus en plus connue et de plus en plus répandue. Donc, ces techniciens vont au domicile des patients pour assurer le suivi, la bonne prise en charge du traitement. On peut le proposer, effectivement, il dit il faut encore que le magicien ose. Donc au sein d'Éminence, on a une vingtaine d'alternants. Et que ce soit en bac-5 ou en bac+5, moi je trouve que ça a énormément d'intérêt pour l'entreprise, parce que quelque part ça peut être du pré-recrutement. Donc on se plaint de ne pas trouver sur étagère les formats, les candidats déjà formés, mais l'alternance, ça permet de les former soi-même et de les tester pendant 2 ans. Donc ça, c'est très utile. Et pour le candidat lui-même, et là je voudrais parler de Montpellier Business School, dont je suis le premier vice-président, ça permet aussi d'offrir des études supérieures ou des études pas supérieures à des gens qui ne pourraient pas se le permettre parce qu'ils viennent de familles qui sont défavorisées. Et c'est l'entreprise qui finance justement la formation. Et puis pour finir sur une demi-boutade, j'ai quelqu'un que je connais qui fait de la peinture industrielle qui m'a dit « Je ne recrute plus d'ingénieurs, sauf si c'est des fils d'ouvriers qui ont travaillé dans l'usine tous les étés, ou si c'est des alternants qui savent ce que c'est qu'un atelier. Les autres, j'en veux pas. » Merci. Alexandre Sebaud, justement, on entend dans ce que dit Jérémy Lugagne, les formations n'existent pas donc, pour nos métiers. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur industriel, créent leurs propres académies. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une bonne idée, une fausse bonne idée? Alors oui, c'est une bonne idée, mais surtout, on en vient au cœur de la réforme qui vient d'être adoptée. Tout n'est pas parfait, et il faudra la faire vivre, il faudra la faire progresser, il faudra l'améliorer, mais on a enfin reconnu que l'aspiration de l'individu dans sa formation et le besoin de l'entreprise étaient les deux piliers de la formation professionnelle. Et on a levé des verrous, des obligations, des barrières administratives qui fait qu'aujourd'hui, dans votre entreprise, avec votre branche ou avec votre OPCO, on est capable, si vous avez des besoins identifiés, de travailler le contenu de la formation, le cas échéant d'aller jusqu'à la certification pour donner à ce cursus une valeur si un jour un de vos collaborateurs est amené à vous quitter, et de caler cette formation au plus près de la réalité des gens. C'est-à-dire, par exemple, on construit une formation avec 5 modules pour les gens qui connaissent rien. Et puis après, chaque personne comprend, on va évaluer où il en est, et s'il maîtrise déjà les 2 premiers, ben on va lui faire que les 3 derniers.
on va pouvoir faire du sur-mesure, on va réduire la durée, on va réduire les coûts, on va être au plus près des besoins, tout en essayant de travailler la transversalité pour que cette formation n'ait pas une valeur que dans votre entreprise. Et donc l'intérêt de le faire en lien avec votre branche ou avec l'OPCO, c'est justement d'arriver à non seulement à répondre aux besoins que vous avez, mais en plus améliorer de façon générale et transversale l'employabilité des collaborateurs. Cette certification, elle s'approche en fait finalement du sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, Dominique Saut, c'est la méthode par simulation avec Pôle emploi. Vous pouvez nous la décrire en quelques mots? Oui, tout à fait. En fait, donc Pôle emploi en général nous propose 3 candidats pour un poste. Donc filtre une centaine de personnes suivant leur motivation. On ne regarde ni le CV, ni la formation, ni l'expérience. On recrute les gens en fait sur leur dextérité, sur leur qualité, sur des tests. Ils viennent dans l'atelier, discuter, voir quel est le métier. Et si ça les intéresse, ils rentrent dans un programme de formation de 400 heures, où l'organisme formateur, c'est Éminence, puisqu'on n'a pas d'alternative. Et au bout de ces 400 heures, en fait, on leur propose un CDD d'1 an, avec une méthode Prodiat, avec effectivement une formation qualifiante au bout d'1 an, sous réserve de l'avoir complétée. Et si au bout d'1 an, ils sont toujours là et ils ont toujours la motivation pour ce métier, ils ont automatiquement un CDI. Donc ça fait partie de la motivation de départ. Dans la première partie de son intervention, Agnès Verdier-Molinier parle d'une baisse de taxes, plutôt d'un allègement fiscal plutôt qu'une taxe pour financer la formation. Est-ce que c'est si simple que ça ou est-ce que c'est pas un peu démago? Non, c'est pas démago parce que ça existe et ça marche dans beaucoup de pays. En fait, on est un des rares pays qui a fait pendant très longtemps de la formation une obligation. Et comme toujours, quand on fait d'un sujet qui devrait être une préoccupation naturelle et qui est une préoccupation naturelle de tous les chefs d'entreprise, une obligation avec des cotisations obligatoires, on organise des circuits de financement, on crée des rentes, on incite l'État à en prendre une partie pour financer certaines de ses priorités quand il n'a plus d'autres ressources budgétaires. Donc moi je suis fondamentalement un grand libéral et je suis parfaitement en phase avec ce qui a été dit. Le vrai bon système, ce serait de faire disparaître toute forme d'obligation pour les entreprises et de laisser les gens investir sur les sujets dont ils ont besoin. Maintenant, on est en France, on vient d'un système qui a été construit qui était très loin de ça. Le gouvernement a fait un choix, il n'a pas été jusqu'au bout, mais il a défini les bonnes priorités. Les bonnes priorités, c'est l'aspiration des salariés d'un côté, le besoin des entreprises de l'autre. Ce qui va permettre d'évaluer, ce qui va permettre de mettre en situation, on redonne de la liberté sur la construction des cursus, on respecte toutes les solutions pour recruter, pour former, dont certaines ont été très bien décrites par mes deux voisins. Donc, puisqu'on nous a donné ces espaces de liberté sur la construction, sur le financement, sur l'apprentissage, même si on ne va pas aussi loin que j'aurais voulu, il faut s'en saisir, il faut le faire marcher. Il faut montrer quand les entreprises saisissent un sujet, il se passe des choses bien. Les premiers chiffres de l'apprentissage le montrent. On est en hausse l'année dernière, on est encore plus en hausse. Les prévisions pour la rentrée sont plus de 5% de hausse du nombre d'alternants. Donc on voit bien quand on lève les barrières, qu'on écoute les entreprises et qu'on fait en sorte que ça devienne une action comme une autre, ben ça produit des résultats. À nous de nous engager pour montrer que quand on nous fait confiance, on peut s'engager. Quand on s'engage, ça produit des résultats. Et c'est sur cette première phase qu'on pourra aller à la discussion, à la négociation, pour faire tomber encore plus d'obligations et te rapprocher du système décrit par Agnès. Aujourd'hui, donc les salariés ont repris la main sur leur formation avec les comptes, donc ils vont pouvoir avoir l'usage propre. Encore faut-il qu'ils en fassent usage. Comment est-ce que vous comptez influencer ou aider vos salariés à se former dans vos entreprises respectives et à faire usage de ce compte formation? Aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà souligner qu'ils n'ont pas vraiment pris la main. Ils ne sont pas très actifs sur ce sujet. Donc charge à nous, dirigeants des entreprises, de communiquer, d'informer, de faire participer aussi leurs représentants, puisqu'il est important que les organisations au sein de l'entreprise s'investissent de cette mission. Donc il y a un gros travail de pédagogie et d'accompagnement de tous nos collaborateurs pour s'approprier ces nouveaux outils. Même chose chez vous, Dominique Saut, on n'a pas pris la pleine mesure de ce que ça représente? Si, on voit bien, et je pense qu'une des craintes que j'ai, c'est que le système, en fait, avec la récupération de tous les moyens par France Compétences, on a quand même un défi majeur, parce que comme l'ambition louable, c'est aussi de former les gens qui sont le plus loin de l'emploi,
Ça veut dire utiliser une partie de l'argent de la formation des entreprises pour aller faire autre chose que la formation des salariés des entreprises. Donc ce qui est assez clair aujourd'hui, vu de ma fenêtre, c'est que pour avoir la même qualité de formation demain des salariés d'éminence, je vais devoir payer beaucoup plus que ce que ça me coûtait aujourd'hui. Parce que comme les salariés eux-mêmes vont avoir le choix d'un grand nombre de formations, comme on aura plus de difficultés, je pense, à trouver des formations multi-entreprises, parce que nous, dans notre bassin d'emploi, on est un peu tout seul, donc on va pouvoir difficilement faire de la mutualisation régionale. On va devoir compenser avec des investissements beaucoup plus forts en termes de formation. L'autre point que Agnès Verdier-Molinier souligne, et je pense dont on ne parle pas assez, c'est le problème, parce que ce n'est pas politiquement correct, c'est le problème de baisse de compétitivité de l'industrie française et la perte de part de marché dans la zone euro de l'industrie française. Donc aujourd'hui, sur les sous-vêtements, si vous faites un boxeur en Asie, il coûte 4 fois moins cher que de le faire dans le Gard. Si vous faites le même produit en Tunisie ou en Roumanie, il coûte 2 fois moins cher. Donc on ne va pas demander aux gens de travailler autant qu'en Roumanie, qu'en Tunisie ou qu'au Bangladesh. On ne va pas leur demander d'avoir la même protection sociale. Donc ça suppose d'avoir des gens plus productifs, plus créatifs, mieux formés et aussi plus polyvalents. Donc pour nous, la formation des salariés dans les métiers de main-d'œuvre, elle est cruciale. Et malheureusement, le dispositif public tel qu'il est prévu aujourd'hui va nous handicaper plus que ce qu'on avait auparavant. Alexandre Sobo. Le risque est parfaitement décrit. Tout le travail de l'OPCO, tout le boulot qu'on va avoir à faire, c'est de faire en sorte que ce que tu viens de dire ne se réalise pas. C'est-à-dire par l'accompagnement des entreprises, par l'évaluation des formations, par une vraie mission vérité sur le coût, il va falloir faire baisser le coût des formations. Plus de prise en charge, on est au coût réel. J'ai vu des endroits où, en fonction des niveaux de prise en charge, les tarifs horaires s'ajustaient. Donc maintenant qu'il n'y en a plus, peut-être qu'il va y avoir des ajustements. Donc vous faire retrouver une partie de marge de manœuvre sur votre budget d'investissement en formation, par la baisse du coût, par le meilleur ciblage, par la capacité qu'on a à construire les diplômes. Après, le deuxième sujet, c'est ne perdons pas de vue, moi j'en suis convaincu, le meilleur conseiller en évolution professionnelle, c'est l'employeur. Et donc même si ce sera un peu plus compliqué qu'avant, parce qu'avant c'était des heures, tout passait par les OPCA, quelque part on faisait s'arranger avec l'OPCA et on récupérait l'argent, les heures, et on pouvait engager des actions de formation, il ne faut pas renoncer. Convaincre ses salariés d'investir leur compte, même s'il est maintenant individuel, ça restera une des responsabilités qu'on aura. Et pourquoi on est capable de la remplir? Parce qu'on connaît l'environnement, on sait les compétences des gens, on sait celles dont on a besoin demain. Donc on est les mieux placés pour construire avec eux ce parcours. Alors il sera un peu moins collectif et un peu plus individuel qu'avant, mais tant qu'il est bien construit, à la fin on en retirera une partie des bénéfices. Et puis on a le dernier enjeu, c'est effectivement, il y a 1,5 milliard qui est détourné sur la formation des chômeurs. C'est comme ça. Ça me fait pas plus plaisir qu'à vous, mais c'est comme ça. Maintenant que c'est comme ça, notre responsabilité, c'est de nous assurer que tous les chômeurs qu'on va former, ils serviront à répondre à tous les besoins que vous vivez tous les jours. Et au moins cet argent, certes, c'est plus tout à fait le nôtre et c'est plus tout à fait nous qui l'utilisons, mais si ce qui sort de l'outil de formation de chômeurs, c'est des gens qui correspondent à nos besoins, il y a une partie de la pression qui va s'alléger. Donc là aussi, battons-nous sur l'évaluation, sur l'identification des besoins, sur la certitude que les gens qui rentrent dans des cursus, ils répondent à ce dont on a besoin et qui sont employables quand ils sortent. Investir sur le capital humain, c'est aussi investir dans les conditions de travail de ces salariés. Dominique Sceau, vous occupez depuis plusieurs décennies les mêmes locaux. Ils ont forcément évolué en leur sein, mais ça veut dire quoi? Que les dirigeants de l'époque avaient eu une assez bonne vision finalement sur les 30, 40, 50 années à venir, sur ce que devait être l'outil industriel? Oui, en fait, déjà si on reprend un peu l'histoire, l'usine d'Éminence à l'origine, elle était en centre-ville à Nîmes. Et puis comme à l'époque le maire Jean Bousquet et ses équipes n'arrivaient pas à trouver en fait un terrain pour agrandir l'entreprise, et c'est un des grands problèmes des entreprises du Gard, de trouver des terrains qui ne soient pas inondables et où on puisse se développer, on est venu à Émargues. Et vous avez trouvé un terrain non inondable à Émargues? On a trouvé un terrain qui à l'époque n'avait pas les mêmes contraintes, qui peut être inondable, et en fait on a une usine qui s'est transformée en île une fois avec une vie d'ourlade, donc ça peut arriver. On a des emplacements de palettes qui sont à 1,10 m ou 1,20 m pour éviter pour anticiper. Mais effectivement, on a
la chance d'avoir un terrain assez important. On a eu la chance aussi d'avoir le soutien des partenaires publics et notamment du maire d'Aymar qui nous a aidé à imposer un immeuble grande hauteur, ce qui n'est jamais facile dans un village de dire on va monter des palettes à 18 mètres, mais si la mairie ne nous aide pas, si on ne peut pas mettre l'entrepôt ici, on va le mettre en Roumanie ou ailleurs et on perd à nouveau en compétitivité. Donc là, il y a eu une vraie solidarité sur Aymargues et j'en remercie à nouveau les acteurs et la mairie en premier chef, le maire. Et puis, finalement, après, il y a tout un travail permanent d'amélioration. Nous, on ne touche pas à un poste de travail sans avoir fait appel à un ergonome, parce que des gens qui sont là depuis 18 ans, qui ont des gestes répétitifs, il y a des risques de troubles musculo-squelettiques qui sont très forts. Et c'est difficile de dire à quelqu'un qui pique à la machine de changer radicalement sa manière de faire. Et donc, une des manières de répondre aussi à ces enjeux, c'est l'adaptation, par exemple, de la transitique. On a une sorte de chemin de fer interne pour éviter que les gens portent des charges. Et on essaye de faire en sorte qu'ils apprennent, comme ils sont là depuis 18 ans, plusieurs métiers pour, encore une fois, que leur travail soit plus intéressant et aussi qu'on évite des risques liés en fait au bâtiment. Donc le bâtiment, il accompagne les hommes, il est au service des équipes et ça suppose d'investir et ça suppose d'anticiper aussi. Jérémy Lugagne, aujourd'hui, voilà, on le voit dans les derniers articles de presse qui ont pu sortir sur l'entreprise, que vous êtes à la recherche donc d'un nouveau lieu pour vous installer. Vous êtes 500 aujourd'hui, 700 ou 800 demain. Aujourd'hui, au niveau de notre siège social, on est 400 collaborateurs. L'objectif, c'est de monter à 700 ou à 800 personnes dans les 5 prochaines années, puisqu'on a entrepris tout un travail de centralisation de la plupart de nos services sur l'ensemble des filiales du territoire. Donc oui, aujourd'hui, on est à la recherche d'un nouveau siège social pour pouvoir répondre aux défis de demain et à notre croissance de demain. Qu'est-ce qui pourrait déterminer, au-delà du prix, parce qu'on parle aujourd'hui de Nîmes, on parle de Galargues, on parle du Grand Avignon ou d'Arles, au-delà du prix, qu'est-ce qui pourrait déterminer votre choix de vous installer à un endroit ou à un autre ? Mais je pense que mon collègue l'a très bien dit, il est très très difficile aujourd'hui de trouver des terrains, notamment autour de Nîmes, par rapport à la difficulté, notamment des zones inondables. Donc on est à la recherche aujourd'hui d'une terre d'accueil qui nous permette de construire notre siège social de demain. Donc ce qui décidera, c'est le bon terrain pour avoir le bon outil au service de nos collaborateurs. Voilà. Merci, je voudrais qu'on revienne, ce sera la dernière partie de notre intervention, sur les tables rondes qui ont été évoquées tout à l'heure, et notamment sur le recrutement 2.0. Est-ce qu'elle est une réalité dans chacune de vos entreprises ? Je vais vous demander peut-être de nous parler d'Olot chez vous, de changer de casquette. Oui, de toute façon, on a, dans la période de croissance qu'on a connue, on a doublé les effectifs depuis la sortie de la crise en France et en dehors de France. Donc l'enjeu du recrutement est absolument considérable, l'enjeu de l'attractivité l'est tout autant. On a peut-être une possibilité de joint venture entre Bastide et Éminence qui se profile. Je vois. Je connaissais le bureau qui monte, mais pas la chaise qui s'allonge, mais pourquoi pas, hein. Et après, on a effectivement, c'était évoqué, la marque employeur, l'attractivité, les conditions de travail. Et moi, ce que j'ai observé le plus, et c'est vrai à tous les étages de l'entreprise, moi je trouve qu'il y a une vraie quête de sens. C'est-à-dire que les gens qu'on recrute, il faut leur dire quelle sera leur place et qu'est-ce qu'on va leur faire faire, mais aussi quel est le projet collectif de l'entreprise. Alors nous, c'est facile, on fabrique des nacelles élévatrices, donc notre sujet, c'est la sécurité du travail en hauteur, donc ça se vend assez bien. Et j'ai pas attendu qu'il y ait une raison d'être dans le code du travail ou dans le code civil ou je sais pas dans quel document. Tout le monde sait que notre responsabilité, c'est la sécurité et c'est d'offrir à tous les gens qui travaillent en hauteur des conditions de travail avec un niveau de sécurité qui n'est atteint par aucun autre outil sur le marché. Et c'est vraiment ça, c'est le sens, l'intérêt. Alors après, il y a des sujets de localisation, on est entre Lyon et Saint-Étienne, donc on est raisonnablement bien situé. Je ne suis pas le régional de l'Étape, même si ce territoire est extraordinaire. Vous savez pourquoi ? Évidemment. Là, la première raison, on peut faire honneur à la production locale en buvant de l'eau minérale. Et avant une table ronde, c'est extraordinaire. Merci. Celle-là, elle venait de Vittel, l'eau minérale qu'on nous a servi d'ailleurs. Vous avez du Perrier, très bien. Moi, j'en m'en ai pas donné. Bon, je me plaindrai à la direction. Jérémy Lugagne, chez Bastide, donc est-ce que c'est une réalité, le recrutement 2.0 chez vous? Comment ça se passe? Oui, le recrutement 2.0 est une vraie réalité.
On travaille notamment avec des outils numériques, puisque la plupart de nos recrutements aujourd'hui se déroulent via des vidéos. Donc c'est une petite application où le candidat finalement se connecte, il a des questions qui s'affichent et il a un temps déterminé pour pouvoir répondre à la question. Ça permet d'avoir un premier avis animé du candidat plus poussé qu'un CV. Donc on est vraiment dans aujourd'hui le recrutement 2.0. Merci. Dominique So, chez vous? Alors nous on utilise aussi la vidéo mais dans l'autre sens parce qu'on s'aperçoit que en fait, les candidats ont le choix et que c'est à nous de les inciter à venir chez nous. Donc nous, on fait des vidéos des gens qui sont déjà dans l'entreprise et qui parlent du job pour leur donner envie de venir les rejoindre. Donc ça fonctionne assez bien. Et puis, je pense aussi que le recrutement 2.0, il passe par tous nos salariés. Et s'ils sont contents et s'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les entreprises sont des maisons de verre. Et c'est super important d'être bien évalué par ses propres salariés. Et que lorsque un candidat va vous googliser, quel que soit le niveau dans l'entreprise, il va regarder s'il y a des choses positives ou négatives qui se disent sur l'endroit où vous êtes. Il va regarder s'il y a des choses positives ou négatives qui se disent sur vous-même. Moi, je suis surpris de voir des candidats qui rentrent dans mon bureau. Ils ont regardé quelles sont mes valeurs, sur quoi j'ai communiqué depuis 5 ans, en quoi est-ce qu'ils considèrent que j'ai un problème de cohérence et que je dois travailler, sur le développement durable, sur le Made in France. Et évidemment, quand on a un débat avec quelqu'un qui s'est déjà intéressé à vous, à votre entreprise, au lieu, on a plus de chances de le convaincre de rester. Donc en fait, c'est lui qui vous embauche. Absolument, c'est lui qui nous embauche, et ça je pense que pour beaucoup dans la salle c'est un choc, mais aujourd'hui c'est plus l'entreprise qui choisit le candidat, c'est le candidat qui dans beaucoup de cas choisit l'entreprise. Et le 2.0, la marque employeur, et puis même la marque personnelle, vous-même, il achète vous-même ou il achète vous-même vos collègues, vos salariés, c'est une entreprise, une équipe sympa, j'ai envie de venir, ou j'ai pas l'impression et je vais ailleurs. Rapidement, ce sera ma dernière question, juste passer sur une autre table ronde, progrès social, dialogue social. Vous avez changé à éminence d'actionnaire l'an dernier. C'était deux fonds d'investissement d'ailleurs qui étaient propriétaires de la société. Aujourd'hui, c'est un industriel israélien qui est à la tête. Quand on change comme ça d'actionnaire, forcément, ça crée des questionnements, parfois peut-être des craintes dans les équipes. Comment est-ce que on arrive à maintenir le dialogue ou à restaurer un dialogue qui peut facilement se rompre? Oui, bien sûr. En fait, lorsque vous avez une entreprise qui est vendue, et en plus une entreprise qui était possédée par des fonds français depuis presque 20 ans et qui est achetée par une société capitalistique cotée à la bourse de Tel Aviv, ça fait peur à certains membres du personnel. Il faut savoir que on a un centre de partenaires sociaux, mais que la CGT est majoritaire, et qu'on a eu un accord unanime de l'ensemble des partenaires sociaux sur l'opération, parce que nos actionnaires israéliens sont venus expliquer le projet, ont pris des engagements sur l'emploi, ont pris des engagements sur les usines en France, et aussi parce que le personnel a compris que l'alternative, c'était soit éventuellement un fonds de retournement, Vautour, qui aurait pu nous vendre la découpe, ou au contraire un concurrent direct. Donc entre un fonds Vautour, un concurrent direct, ou en fait un gros groupe international qui en fait n'a pas de structure concurrente et n'a pas de projet de casser l'outil, évidemment le choix était assez facile. Jérémy Le Gagne, Progrès Social, chez vous, il y a une prime, je crois, qui est donnée aux salariés qui aident à embaucher des collaborateurs, c'est ça? Oui, exactement. On a mis en place il y a plusieurs années une prime à la cooptation pour que les collaborateurs du groupe puissent attirer les talents qu'ils connaissent et à nous rejoindre. Ça se traduit comment? Ça se traduit par l'apport d'un contact, d'un CV, et si le candidat est retenu et intégré dans le groupe, à la fin de la période d'essai du collaborateur, on verse une prime à la personne qui nous a amené le contact. Une forme de portage d'affaires. Le mot de la fin pour vous, Alexandre Sobo, 1 an après les ordonnances Macron, est-ce qu'on peut tirer un premier bilan de leurs effets? Pour tirer un bilan complet, c'est trop tôt. Une réforme de cette ampleur, ça se passe aussi dans la tête des gens, il faut que tout le monde s'en saisisse. Donc ça prendra encore 2 ou 3 ans. Ce qui est sûr, c'est que les ordonnances Macron ont ouvert aux entreprises des espaces de liberté sensiblement supérieurs à toutes les réformes précédentes. Et que notre responsabilité maintenant, c'est de s'en saisir pour montrer que ça marche. Et il y a beaucoup de choses, je les ai négociées pendant presque 9 mois dans une position privilégiée, puisque j'étais à l'époque patron du pôle social du MEDEF, donc en première ligne. On a vraiment été écoutés sur tout un tas de sujets de détails, mais qui rendaient les dispositions précédentes inopérantes.
Donc aujourd'hui, les accords de compétitivité, les accords de maintien dans l'emploi, tous ces outils, alors ils passent par un dialogue social de qualité, puisque pour les mettre en œuvre, il faut un accord avec, avec les représentants du personnel ou avec la majorité des salariés, quand on n'en a pas en utilisant l'outil du référendum. Mais avec un dialogue social dans lequel on investit, avec une capacité à dire à ce collaborateur, je pense que c'est ce que tu as très bien fait, la vérité. Eddy, on trouvera peut-être plus d'entrepreneurs au golf, je ne sais pas s'ils trouveront du terrain, mais on en trouvera quelques-uns au golf en tout cas. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de se saisir de ces outils pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, pour gagner ces flexibilités. Elles sont possibles aujourd'hui. Plein des rigidités qui existaient et qui nous ont entravés pendant 20 ans sont tombées. Simplement, elles sont accessibles par accord. Donc c'est une forme de prime aux entreprises qui ont la confiance de leurs salariés ou un dialogue social de qualité. Et c'est pour ça que ça prendra un peu de temps. Mais la plus grande erreur pour le monde de l'entreprise, ce serait de ne pas s'en saisir, de dire « ah oui, mais c'est encore un petit peu compliqué », etc. Parce que personne n'a fait pour nous plus que ce qui a été fait dans ces ordonnances depuis 20 ans. Et si on n'est pas capable de démontrer que ça marche, on ne sera pas crédible pour demander les prochaines évolutions. Merci Alexandre Sobo, merci Dominique Sau, merci Jérémy Le Gagne, on peut les applaudir. Merci messieurs.